Bonjour, aujourd'hui c'est l'histoire du chef étoilé Éric Guérin que nous allons vous raconter, qui, bien que d'origine toulousaine, s'est installé au cœur de la Loire-Atlantique. C'est sur l'île de Fédrin, posée au milieu des marais, que notre aventurier développe sa cuisine en circuit court, de la mer au marais. Une cuisine vivante. Moi, ce que je vais chercher, c'est une photo, une impression personnelle, un peu comme un tableau. Et je vais aller chercher les meilleurs produits de la région pour reconstruire l'émotion que j'ai envie de transmettre. Et pour notre recette du jour, Éric ira chercher des produits étonnants et pourtant bien locaux, comme les algues récoltées par Jean-Marie. C'est une tradition familiale et vous allez voir que les algues tiennent une place très importante dans la cuisine d'Éric. Et celle-là, comme on sait tous les deux, une fois chauffée, quel parfum. Vraiment intéressant. Elle est superbe. Partons à présent pour Donges, où nous allons rencontrer Nicolas, qui élève des vaches bretonnes de la race Pinoir. Et bien qu'elles soient petites, elles sont très productives. Et avec leur lait, Nicolas réalise une spécialité locale, le gouel. Entre la crème et le yaourt, réalisé à partir d'un levain fermier. Une autre curiosité cuisinée par notre chef. Et pour finir en beauté notre repas, nous aurons besoin des services de Marie-Lise. Marie-Lise est la plus ancienne employée d'Éric et elle réalise, paraît-il, un excellent phare breton, un classique. Elle va le cuisiner pour nous, mais avant cela, nous voilà partis en direction de notre cuisine pour retrouver Éric qui va nous réaliser un carré de veau bord de mer. Ça vous tente? Eh ben moi aussi. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est au tour d'Éric Guérin de passer à la casserole, si je puis dire. Et il vient nous proposer une recette qui lui ressemble, une recette terre-mer, tout en liberté, en créativité. C'est un chef qui a un sens artistique très développé, il va nous en parler. Et là, il a uni le carré de veau avec les algues. Et vous allez voir que les algues, c'est un domaine qu'il connaît bien, qu'il maîtrise. Et on aura même justement un invité qui nous en parlera plus en détail. Ah ben le voilà. Entre donc. Salut Éric. Bonjour. Te voilà les bras bien chargés. Ouais. De bonnes choses. Entre. Mais plein de bonnes saveurs de chez moi. Mais oui, on espère. Bon, ça c'est de chez toi aussi, non? Ouais, ça a pris un petit peu d'avance. Ouais, c'est ça. Tiens, donne-moi ça. Je vois que t'es bien équipé. Il doit faire frais aussi chez toi, non? Frais, oui. Dans tes marais. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté? Du gouel, ça c'est un de mes produits fétiches en ce moment. On va Mais certainement alors, en dis-nous un parler petit tout à peu quand l'heure. même ce que c'est que le gouel, en résumé. Alors, si on pouvait aller vite, c'est un lait fermenté et c'est un petit peu comme pour le pain, le levain naturel. Voilà, et il n'y a D'accord. plus beaucoup de producteurs Mais- qui Mais l'utilisent. c'est pas un qui lait ribot, fabriquent. parce que c'est beaucoup plus C'est pas du tout un lait épais. ribot. Non, D'accord. c'est plus épais. Et puis, on n'a pas cette acidité très forte. On a quelque chose de D'accord. très doux, très parfumé. Et voilà, c'est une histoire de Oui. rencontre et d'homme avec un des rares producteurs qui le fabrique encore et qui l'ont défendu. Ça, c'est un produit typique de chez toi, alors. C'est un produit qui est vraiment très proche de la maison, en C'est très Brière. breton, ça, quand même, non? Ouais. J'ai des algues. Là, c'est de la laitue de mer. Enfin, tu vois, elle est cueillie au ciseau, elle est toute fraîche, elle est encore Effectivement. vivante. Encore On a vivante, vraiment c'est quelque joli, chose, cette même idée. dans la transparence, qui est extraordinaire. Et Quand tu dis l'important, encore vivante, c'est parce que souvent, elles sont conservées au sel, c'est elles ça? sont souvent conservées au sel. Et D'accord. moi, l'important du travail que je fais avec Jean-Marie, c'est vraiment d'avoir l'algue vivante. Jean-Marie, c'est ton cueilleur d'algues. Oui, et de cuisiner le produit vivant. Donc, D'accord. on essaye de le conserver bouge le plus encore. vivant possible. Elle ne bouge pas, mais En tout cas, elles sont bonnes. elles sont très, très bon. Et C'est cette très parfumé. couleur est très inspirante, cette texture même. C'est vraiment très, très, très fin. Hein. Alors Alors. ensuite, des légumes, des choses panais. vraiment de saison, des panais, du persil racine.
Alors ça se Persil ressemble un racine ou petit peu. espiné. Ah bah c'est ça, c'est ce qu'on appelle le persil Voilà. tupéreux. Voilà, D'accord. exactement. C'est vrai que Donc ça se ressemble, tu as raison. vraiment beaucoup. Bon, en ce moment, on a Ça, c'est des le magnifiques petites boules de céleri comme ça, bien pleines. Ça, c'est quoi? Je dirais Ça, du c'est un truc un manioc, peu ou je sais pas spécial. ce que c'est. Je vais te Qu'est-ce laisser que c'est? deviner. Hein. Bah, je dirais... Non, je sais pas. Alors là, franchement... Tiens, attends. On va faire un truc. Hop. Si je fais comme ça, si tu goûtes. C'est subtil, hein, mais c'est vrai que quand on ne sait pas vraiment ce que c'est assez subtil. Bon, alors là, je donne ma langue au chat. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ça te rappelle pas un fruit comme ça? Un fruit? On est entre le concombre et la poire, je dirais. Voilà, bah, c'est une poire de terre. Une poire de terre? Poire de terre. D'accord. Donc c'est une... C'est un produit assez nouveau. Moi, je tubercule, l'utilise ça beaucoup. pousse Voilà, c'est un dans la tubercule. terre. En fait, c'est un peu comme une grosse pomme de terre. Moi, j'aime bien parce que ça apporte de l'eau, ça apporte de la fraîcheur. Pour le sel, c'est bien pour jouer sur le sel et le sucre, mais vraiment en délicatesse. Des fois, je joue entre la poire de terre et la poire fruit. Et ça apporte des mélanges assez subtils et délicats. Bon, alors nous, on va démarrer notre recette. Donc Ouais. là, tu cuisines du veau. On n'est pas dans les oiseaux. On n'est pas dans les oiseaux aujourd'hui. Je dis ça parce que si ton restaurant s'appelle La Mare aux oiseaux, c'est par hasard. Ouais, bah, c'est-à-dire que moi, les oiseaux, chez moi, ont toujours été ont une place prépondérante. Je me suis installé en Brière pour eux. J'ai voyagé autour du monde pour les rencontrer. Et finalement, c'est un peu le support de ma cuisine. Et nous aussi, on a envie de faire notre migration vers les marais de la Brière. Alors, on vous emmène sur un chaland, le bateau local, Oui. grâce à Michel et Anita. Et puis après, ce sera un voyage en Brière. Tout de suite, on n'en sait plus sur Eric. À quelques kilomètres de Saint-Nazaire, un paysage hors du temps se déploie, la Brière. Une terre façonnée par les alluvions de la Loire qui ont creusé au fil du temps d'immenses tourbières et donné naissance à 7 îles sauvages. Dès qu'il sort de ses fourneaux, Eric aime retrouver ses amis, Michel et Anita Moyon, pour des escapades au fil de l'eau. C'est la deuxième surface de marais en France. Il y a combien à peu près 20 000 hectares de marais. 20 000 hectares. Le parc régional fait 54 000 hectares. C'est énorme. Moi, l'île de Fédrin, c'est une histoire de hasard, une histoire de la vie, tout simplement. C'est mon père qui m'a dit, il faut que je t'emmène dans un coin, tu vas voir, c'est exceptionnel. Et on est venu ici pour chasser le canard, pour mon premier permis de chasse. Et on est tombé tellement amoureux de cet endroit un peu hors du temps qu'on a fini par acheter une maison qui était en ruine à l'époque. Et c'est devenu mon terrain de jeu d'adolescence. Quelques années plus tard, j'ai décidé de venir m'installer ici. J'avais 25 ans. Pour moi, il a fallu que je recommence tout à zéro. Il a fallu que je me trouve des racines. Donc forcément, ces racines, au départ, je les ai implantées sur cette île, au milieu des marais, donc au milieu de l'eau douce. Et j'ai commencé à travailler les produits d'eau douce. Et puis petit à petit, je me suis inventé une cuisine très, très personnelle. Ici, c'est une terre qui bouge énormément. Les couleurs changent, les niveaux d'eau changent. Et quand on sait regarder tout ça, quand on sait capter la lumière et quand on la regarde avec beaucoup d'émotion, on vit des moments extraordinaires. Dans son jardin extraordinaire, Eric laisse libre cours à son imagination. Et c'est sur le papier, à coups de crayon, que ses plats prennent forme. Moi, ce que je vais chercher, c'est une photo, une impression personnelle, un peu comme un tableau. Et je vais aller chercher les meilleurs produits de la région pour reconstruire l'émotion que j'ai envie de transmettre. Et ça, je le traduis sur mes dessins, sur lesquels il n'y a pas de recette. Quand je donne le dessin à mes équipes, elles vont retranscrire le dessin à leur manière. Et je trouve que ça fait une cuisine vivante et pas juste bloquée dans un chef avec la parole divine ou unique. Dans son jardin, ça gazouille, ça roucoule, ça chante. Plus d'une centaine d'oiseaux cohabitent,
de la poule façon boule de poil à la grue et sa coupe punk. Alors lui, c'est Roby. C'est la star de la maison. Ça fait une dizaine d'années qu'il est là. Il fait la loi dans le jardin. Pour ça, quand c'est lui qui mange, les autres ne viennent pas. T'es bien là ce matin? Ça va? Oui. Je te ramène tes pigeons. Producteur de pigeons du chef, Rémi Anezo est aussi un ami de longue date. Ensemble, ils vont préparer les fameuses volailles. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Ça doit faire 20 Ça fait combien de temps qu'on s'aime? Ça doit faire 20 ans. J'ai plein de producteurs avec qui je suis très proche. Mais Rémi, c'est un petit peu particulier parce qu'en plus de partager le produit, on partage notre passion pour les oiseaux. On a mis un peu de temps à se rencontrer. Et un jour, il est arrivé et ça a matché tout de suite. Sur tes pigeons, on reconnaît bien la marque de fabrique parce que la chair, elle est bien ronde, tu vois. Ouais. On a ce côté vraiment hyper beau. Les filets sont cuits une première fois dans le sel durant 45 minutes. Ça va donner ça. Tu vois, la chair, elle a pris tu vois, une texture différente. Donc là, on a utilisé le pigeon de Mesquer. On a utilisé le sel de Guérande. Maintenant, on va utiliser la tourbe de Brière. Et vraiment, on est... tu vois, le pigeon, il est chez lui. Je t'emmène un peu dans les profondeurs de la mare aux oiseaux. On va aller au fumoir. Tu vois, ça, c'est un bloc de tourbe. C'est tous les végétaux dans le marais qui, avec les années, tu vois, se mettent en sous-couche. C'est un charbon végétal, en fait. Ouais. Et ça a une très forte acidité. Et quand ça fume, ça a vraiment une odeur. Et... Parce que là, ça sent rien. Non, j'ai essayé de l'infuser à froid, tout ça marche pas. La tourbe est effritée, puis mélangée à de la sueur de hêtre avant d'être allumée. « 45 minutes plus tard, la viande est prête à être dégustée. Ah, tu peux le manger comme ça. On sent le goût de tourbe. C'est juste incroyable. C'est bon, hein? En fait, je vais peut-être te les vendre plus cher. Dans son restaurant, Eric est soudé à son équipe, qu'il n'hésite pas à embarquer hors des cuisines pour les initier et leur faire découvrir des produits locaux. Vous avez vu, il est beau. Direction la serre, où Jean-Baptiste, le maraîcher du chef, fait pousser une nouvelle variété de plantes. L'idée, c'est plus de surprendre. Et du coup, c'est de proposer un épinard qui a goût de roquette, en fait. Ça balance vraiment le côté roquette. Et le fait d'avoir une feuille large, en plus, on a plus d'eau, plus de fraîcheur. Ça me donne tout de suite envie de travailler un peu en contraste, notamment sur la Saint-Jacques toute douce, un peu crue, et de s'amuser avec ça. Bon, bah super. Ouais, on va essayer ça. Ouais, très bien. Allez, on va travailler, nous. Alors, pour ce qui est de notre recette, tu vas cuire un céleri rave entier alors, au four, c'est ça? Au four. On fait 1 lit de gros gros sel. Allez, hop. On n'a pas besoin d'en mettre non plus des tonnes. Voilà. Comme ça suffit? Ouais. On le met on va le poser. de cette façon? Ouais, vas-y. Alors là, tu vois, mon producteur, donc M. Hutric, directement, lui, il nettoie les céleris. Ils sont tout propres. Il enlève les petites racines un peu terreuses. Et donc, on peut quasiment l'utiliser. À quoi va servir le gros sel en l'occurrence? Le gros sel, il va venir vraiment... il va pomper un petit peu l'humidité à l'intérieur. Il va commencer à assaisonner mon céleri. Oui, parce que sinon, les sucres vont se répandre, ils vont brûler. Donc, ça va donner peut-être une odeur un peu âcre. L'idée, c'est vraiment déjà de commencer à cuisiner. D'accord. Alors lui, on fait comme ça. Sinon, des fois, tu sais, je fais vraiment une croûte de sel. Oui, tu l'enfermes complètement. Ouais, quand j'ai le temps, j'aime bien faire ça. Comme un pigeon. Là, on va montrer une façon plus simple. C'est à 180 degrés que nous enfournons ce légume de saison pour une durée de 30 minutes maximum. Il est temps pour Eric de s'attaquer au veau.
Alors, ce que je te propose, pendant que moi, je regarde mon carré, peut-être d'essayer de commencer... À Tu émincer vois, les algues? on les émince pas, au contraire. Ah, d'accord. Ce qu'il faut, c'est les déplier un petit peu. Ouais. Tu veux les déplier alors, c'est Ouais, ça, hein? on les déplie parce que je vais emballer le carré. D'accord. Ah, tu emballes le carré dans l'algue. Oui. Comment s'appelle-t-elle cette algue? Celle-ci, c'est la laitue de La mer. laitue de mer, oui, parce que son aspect l'apparente à la laitue, c'est ça, hein? Oui. Alors, c'est une algue qui n'est pas très forte, hein, elle est assez douce. Et vraiment, ce que je vais chercher à faire, c'est donner un parfum, un côté bord de mer au veau, comme s'il était D'accord. parti un peu C'est une façon de vacances. l'assaisonner aussi, j'imagine. En même temps. Pour l'instant, ce que je vais faire, tu vois, je perce au centre. Ah, d'accord. Hop. On va le lui faire farcir. 2 opérations. Alors, dis-moi. Déjà, elle est magnifique, hein, regarde Ouais, ça. superbe. Alors déjà, on va l'habiller. D'accord. C'est étonnant, Alors il y a un ça, c'est côté toile quelque de chose parachute. d'assez nouveau. Je fais ça Ouais. depuis quelques... Ah bah là, regarde, là, j'ai un gros morceau. Ah, là. superbe. Ça va m'aider. Voilà. On y va. Et alors après, tu vas mettre donc quelque chose au cœur de la viande? Ouais. Après, je pousse jusqu'au bout et je vais le contiser un petit peu à l'intérieur. D'accord. On va dire Et ça dis-moi, comme si ça. on n'a pas accès à de l'algue fraîche comme celle-ci, on la dessale, c'est ça, quelques heures? Oui, souvent, c'est ce qu'on trouve, c'est de l'algue salée. Alors, on la passe à l'eau, on la dessale tout simplement. Ouais. Ça marche, pareil. Cette algue que tu mets, donc, dont tu entoures ta viande, est-ce que on va la manger, on va la consommer, ou c'est Oui, juste oui. comme une papillote? Oui. Mais moi, ce que j'avais envie, c'est vraiment que l'algue devienne une deuxième peau pour D'accord. ma viande. Donc là, elle va Ça cuire emprisonne les jus avec, aussi. et tu vas voir, elle va se concentrer autour de la viande. Donc Et elle l'idée, sera c'est de d'autant la manger. meilleure, quoi. Exactement. Ça devient presque croustillant. Ah ouais. Et après, ce que je fais, c'est que là, alors, si tu veux, tu peux le faire. Hein. Tu mets de l'algue dedans et tu pousses avec la pince pour vraiment que ça aille le plus loin possible. Alors, tu peux y aller. Hein. Plus il y en a, le meilleur c'est. C'est assez solide finalement, hein? Oui. Ça sert en même temps un peu de légumes, D'accord. c'est sain pour la santé. Ça, c'est sûr. C'est C'est super vrai, bon. c'est Hop. riche en oligo-éléments, Ouais, c'est riche en exactement. fibres, c'est riche en antioxydants. On va approfondir le sujet avec Jean-Marie, qui est, si je ne me trompe pas, le fils du dernier paludier du Croisic, c'est ça? Oui, qui est un garçon passionnant et passionné, qui a toujours plein de choses à raconter. Voilà, et qui lui s'est spécialisé donc dans la cueillette des algues. Et puis après, il y a quand même un vrai travail derrière, et il va nous montrer ça, comme tu le dis, avec beaucoup de respect et beaucoup de soin. Sur le littoral atlantique, la côte sauvage de la presqu'île guérandaise, battue par le vent et les marées, regorge de trésors. À la pointe du Croisic, Jean-Marie et sa femme ont repris l'affaire familiale. Une ferme marine, et se sont lancés dans la récolte et dans la transformation d'algues. Plus de 600 espèces coexistent, dont une trentaine sont comestibles. Voilà ton seau et ta paire de ciseaux. D'accord. Ah oui, parce que toujours Tu au perds ciseau. pas de temps, toi, t'es toujours Non. aussi speed. Bah non, on est organisé pour la pêche aux algues. Alors, Et du coup, maintenant, on fait comment? on n'arrache pas les algues. Soit on les effeuille, soit on les coupe, parce qu'elles vont repousser. Et là, il y a toujours de la laitue de mer. C'est une algue de saison. Elle est belle, elle a une jolie couleur verte foncée. Elle est assez épaisse et en termes d'arôme, elle est vraiment intéressante. C'est vraiment une espèce estivale. On ne va l'accueillir qu'à partir du moment où elle est accrochée au rocher. Et ensuite, dans nos bacs, elle va rester vivante plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors là, tu as quelque chose d'intéressant. C'est une algue finalement assez banale. C'est celle qui recouvre tous les rochers l'été, Oui, qui fait voilà. des grosses bulles. Là. J'ai d'habitude Oui, là, qui globalement, font- c'est ce qu'on appelle le goémon. Le goémon, ouais. vulgairement. Ouais. C'est les fucus en général. Eh C'est bien, génial, c'est la couleur un petit peu jaune fluo, Oui. curry, Oui, que ça peut donner. oui. Bon, on la reconnaît Ah de ouais, loin c'est bon. parce que le soleil vient la traverser. Et ça, passer un petit moment dans du vinaigre, c'est très bien. C'est bon, hein. Ça Ça l'a fait fait un envie. peu comme les salicornes. Oui, un petit peu, voilà, exactement. J'ai vu aussi autre chose derrière toi. Tu as une algue rouge, qu'on appelle la Gratilopia turuturu. Celle-là est vraiment bonne. Et puis c'est vrai que crue, très riche en vitamines, riche en antioxydants, tu vois, on le sait grâce à sa couleur. À la maison, on la mange avec des carottes râpées, tout simplement. Chez moi, je la faisais déshydrater Voilà. et je la servais et c'est un goût de jambon déshydraté. Oui, hein. c'est ça, oui, j'avais trouvé ça Ça, c'est toi amusant. qui m'avais donné cette Ouais, idée-là. ouais, ouais. C'est vrai que c'est génial.
Toi, tu l'as reconnu, je pense. Ah oui, ça c'est la Voilà. honori. La honori, absolument. Et celle-là, comme on sait tous les deux, une fois chauffée, quel parfum. Ah ouais, Vraiment la honori, elle est superbe. Là, on a tous le droit de venir cueillir des algues. Si tu n'en fais pas commerce, tu n'es soumis à aucune obligation, sinon celle morale de ne prendre à la nature que ce dont tu as besoin. En tant que cueilleur d'algues, nous sommes soumis à une autorisation préfectorale avec l'obligation de faire des remontées sur la quantité pêchée, l'endroit, etc. On a assez d'algues, puis la mer commence à remonter. Il est temps de rentrer à la ferme. Ok. La ferme est installée sur une ancienne saline alimentée naturellement par la mer. L'eau qui arrive est nettoyée puis filtrée afin d'accueillir les algues fraîchement récoltées. Elles seront stockées dans des bassins de 1 à 6 semaines et ainsi maintenues vivantes. La pêche du jour, tu la mélanges jamais avec les autres. Non, donc on ne mélange ni les espèces, ni les lots, parce qu'on est obligé d'avoir une traçabilité totale. Allez, eh ben on va aller les installer. Ouais. C'est un bac qui a juste été rempli en eau purifiée. Maintenant, je vais te montrer d'autres algues dans d'autres bacs. Donc ça, c'est le kombu. Voilà, c'est le kombu Et là, breton. Et voilà le kombu royal. il y aurait une peau de serpent ou de crocodile. Oui. Et puis une couleur caramel très caractéristique. Elle est gaufrée. Alors, je vais te montrer le spaghetti de mer que tu connais bien sûr. Ah oui, j'affectionne tout particulièrement le spaghetti. C'est la fin de la saison. Elles sont un petit peu coriaces. Ah, elles sont grosses, ça. Moi, j'ai déjà utilisé frites, celle-ci, Bien sûr. sur un de mes plats. Mais sinon, en avril, mars-avril, tu vas les traiter comme des haricots verts primeurs. C'est Ouais. vert, c'est tendre. Depuis qu'il se fournit chez Jean-Marie et Valérie, Éric s'amuse à décliner l'algue sous toutes ses formes. Avant, je m'amusais avec des algues importées du Japon ou des algues séchées. Et maintenant, c'est une méthode plus personnelle que j'explore un petit peu. C'est vraiment d'enrober une viande et d'aller la faire cuire avec l'algue. L'algue devient une seconde peau. Elle fait corps avec le... Oui. Ce que j'aime, c'est ça. La façon dont toi, tu peux sublimer ces produits-là, ça donne du sens aussi à notre travail. Nous, on est là Oui. pour ça, on raconte des histoires. Vous apportez l'encre et on écrit. Valérie profite de la venue d'Éric pour lui montrer sa dernière nouveauté. Alors ça, j'ai pas fait encore l'expérience. C'est joli, hein? Si je sers quelque chose de marron dans mon assiette et que d'un seul coup, je viens verser un liquide chaud, je vais réussir à faire ça. Tout à fait. Et alors là, sur l'algue brune, tu vas voir l'alginate qui ressort. C'est C'est un le gélifiant. gélifiant des algues. Et moi, je pourrais l'utiliser pour épaissir une sauce. Alors là, on le fait avec le Chondrus crispus, qu'on appelle le pioca. Donc tu mets l'algue entière et ta sauce, elle, va s'épaissir progressivement. Ah, c'est intéressant. Mm. Je vais essayer ça. D'accord. Ça fait rêver ces paysages. Ah oui, c'est beau, hein. Alors, huile d'olive. un peu d'huile d'olive. D'accord. Et alors, donc, toi, tu utilises de l'huile d'olive en venant d'un pays de beurre, quand même. Oui, bah, j'utilise les deux, tu vas voir. D'accord. Pas besoin vraiment de charger, tu vois, que ce soit trop chaud. Hein, pas besoin que l'huile D'accord. d'olive fume. D'accord. C'est vraiment, on va y aller en Faut douceur. voilà, faut caresser l'algue. Et moi, je vais peut-être contrôler notre céleri. Oui, regarde si le céleri est cuit. Alors, tu m'as dit une pointe de couteau. Oh bah dis donc, il a perdu en volume en tout cas. Ah, c'est normal. Ah bah ça me paraît bien. Hop là, attention à toi. On va garder le four à la même température bien chaud. D'accord. Autour de 180, si on peut. Voilà, tu vois là, ça commence vraiment à chanter. J'ai baissé la température un petit peu. Ouais. Et maintenant, je vais mettre du beurre. C'est là où on retrouve la Bretagne. Tu me rassures. Du beurre salé. Du beurre salé. Déjà, ça sent très très bon. On sent que l'algue est en train de caraméliser légèrement. Et on pourrait Et puis, faire avec un carré d'agneau ou avec autre chose. Une volaille, tout ce que tu veux. Hein. Et est-ce Même qu'on un peut- poisson, on peut très bien imaginer une grosse pièce de poisson, tu vois, écaillée bien sûr. Et puis tu la fais cuire comme ça. Alors bien sûr, les cuissons seront beaucoup plus douces. Oui, bien sûr. Tu vois, là, on va le mettre au four. Et pas En besoin tout cas, de je laisser retiens plus deux longtemps. astuces. La pièce de veau entourée d'algues, en l'occurrence de laitue de mer, et la cuisson du céleri rave au four. Au four. Ça, c'est idéal parce qu'on garde tous les nutriments Ouais.
La saveur se concentre et puis surtout, c'est facile. Je dépose le carré de veau dans le four chauffé à 180 degrés pendant 30 minutes environ. Quelques minutes qui nous laissent le temps pour une petite pause gourmande avec des produits de région qu'Éric m'a apportés. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mystérieux. Va pas trop vite. Alors, ça, c'est une spécialité de Saint-Joachim. Ouais. Saint-Joachim, c'est la commune sur C'est laquelle tu te sur trouves. laquelle j'habite. C'est à peu près le même principe que l'andouille. D'accord. C'est de la langue de porc fumée séchée. D'accord. Voilà, et après, elle est parfumée, soit au poivre, soit d'autres épices en fonction. On voit de- qu'elle est fumée, parce qu'effectivement, Ouais. elle a la couleur. C'est très bon. Ouais. C'est maigre, c'est savoureux. Le fumé n'est pas trop dominant. C'est bien poivré. C'est bon, hein. Ouais, c'est très bien Celle-ci est au aromatisé. poivre. Puis c'est Ouais. tendre, en fait. Je t'ai ramené des algues. Ah ouais. Ce que je trouve intéressant avec l'algue, tu vois, j'étais en train d'y penser en la voyant dans mon assiette, c'est que ça rajoute une dimension à l'assiette. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de tridimensionnel, tu vois. Ça donne Oui. du volume. Celle-ci, normalement, elle devrait aller très bien avec la Ah ouais. langouille, puisqu'on est dans la continuité, elle est très poivrée. Mais tu sais, je suis très étonnée par la puissance aromatique Ouais. et la délicatesse. C'est-à-dire que ce sont des goûts qui sont très subtils quand même, qui sont très peu communs et très subtils. Là, bon, celle-ci, elle est plus connue, hein, c'est la dulce. Ouais. Donc moi, j'aime Ah, je veux beaucoup bien la goûter. l'utiliser. J'aime beaucoup l'utiliser parce que c'est la nourriture de l'ormeau. Et notamment pareil. quand je fais des ormeaux ou des coquillages, je leur mets souvent de la Alors, oui, de dulce la avec. dulce. Ah oui, Vous t'as savez raison. comme c'est joli. Et dans les assiettes, ça crée une espèce de volute. Et je trouve ça très, très joli. Oui, on voit qu'il y a une sorte de corps et puis ensuite, il y a ces petites Alors celle-ci a beaucoup plus de mâche. émanations. Plus de mâche. Et j'aime bien l'utiliser vraiment pour son côté naturel. J'aime pas trop la couper. couper. Alors, qu'est-ce que tu Alors, nous fais goûter? On est passé directement de la langouille à l'algue et maintenant on est dans le fromage. Et tu vois que finalement tout se tient. On a les fromages de Nicolas, donc à la ferme du Bois-Joubert, une tome et un fromage plus frais. Mais tu sais que ça marche plutôt bien avec l'algue. Je suis étonnée de la proximité des saveurs. Moi, je crois vraiment que quand on travaille dans un environnement, les choses ne sont pas là par hasard. Et le vin non plus, alors? Et le vin non plus. Mais on travaille toujours avec là aussi avec des gens raisonnés, qui font attention, qui travaillent avec intelligence et respect de la terre. On va voir un petit peu ce qui se passe en cuisine. Allez, on y va. Allez, merci pour ce casse-croûte d'anthologie, là. Et on va les servir à table, d'ailleurs, ces bons fromages. Je vais te faire travailler un petit peu. Vas-y. Et en garniture, j'avais envie de faire quelque chose peut-être un peu classique, mais pas tant que ça. C'est faire un blinis. Dans le frigo, tu dois avoir du gouel, un gros pot de gouel. Ouais, je l'ai mis C'est au là qui frais. rentre en jeu. Tu peux goûter, d'ailleurs, c'est doux. Hein. Oui, il y a un acidulé Ouais. qu'on Et en n'aurait même pas temps, du tout dans une crème classique. que tu peux faire, tu mets à peu près 2 bonnes cuillères à Deux bonnes soupe dedans. cuillères. Tu vas Ouais. mélanger avec la farine. D'accord. Vas-y, mets ça. C'est une petite cuillère pour chez moi, tu vas remettre de double. J'y vais. Pareil, moi je travaille à l'œil. Comme ça, là? Ouais. Tu ajoutes la farine, tu commences à mélanger doucement. Très bien. C'est une farine de blé? Oui. Idéalement, cette pâte peut être réalisée la veille. Sous les instructions du chef Guérin, j'ajoute un œuf entier, un blanc d'œuf, et je mélange le tout pour obtenir une texture homogène. Un peu de gros sel de Guérande et Éric incorpore 100 g de céleri haché. Voilà. Alors tu vois, là j'utilise le gouel un petit peu comme, comme levure naturelle. Je comprends, oui, puisqu'évidemment, il y a des ferments lactiques qui vont Exactement. faire leur effet. Ouais. Pendant que tu fais ça, moi je vais sortir la viande. Mon petit doigt me dit qu'elle est cuite. Alors, avant que je ne mixe la préparation de mon blinis, je te propose qu'on retrouve Nicolas, justement, dans sa ferme, qui nous explique le secret de ces produits qui font, entre autres, la particularité de ta cuisine. Ah bah bien sûr. Embarquement immédiat sur les terres champêtres de la Brière, dans la ferme du Bois-Joubert, historiquement connue pour sa production de gouel, une spécialité lactée venue du Finistère. Nicolas, petit-fils d'un fromager de Normandie, a repris l'exploitation il y a 3 ans et s'occupe quotidiennement de ses 25 vaches de race bretonne, la Pinoire. Je peux rentrer, hein, ça? Bah ouais, pas de problème.
C'est marrant, on a des toutes petites vaches comme ça. Ce sont des bretonnes pinoires. C'est la plus petite race de France. Ça fait 1,17 m au garrot. Ça fait presque une vache de poche, quoi. Et c'est une vache qui est assez rare, non? La pinoire. Eh bien, oui, maintenant, alors que ça a été la vache la plus répandue au début du XXe siècle. Et ça, c'est dû à quoi? C'est une vache qui ne correspondait pas aux standards industriels. Bon, puis je vais te mettre un peu à contribution maintenant. Hein. Tu vas venir avec moi. Tu leur donnes un nom à tes vaches? Ah, elles ont toutes un nom. Ouais? Là, on va te faire Lison. Là, on a Tali. Tali, tu vois, elle a 15 ans. 15 ans? Ouais. Ce qu'il faut, c'est que tu te mettes bien contre elle. Il faut qu'elle te sente bien. Ensuite, tu prends avec ton doigt et t'appuies gentiment. Je suis pas très doué, hein. Si, mais tu vas voir si tu appuies. Voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Tu vois? Mais là, je vais y Il passer faut 2 juste heures. sentir le... Ça va, ma fille? Un Lison. Je fais ça bien. Le gouel est un produit yaourtier du 19e siècle. C'est l'unique produit laitier élaboré avec du lait fermenté par un levain naturel. Donc là, tu vois, le lait, il vient d'être pasteurisé. Donc ça, c'est le lait de la traite? Ouais. Du jour? Ouais, c'est le lait de ce matin. D'accord. Et après, tu le montes en température? Ouais, on le monte jusqu'à 90 degrés et ensuite on le redescend à 35 degrés. Et là maintenant, on va l'ensemencer avec le gouel de la fabrication précédente. D'accord. À chaque fabrication, Nicolas prélève une portion de gouel qu'il laisse reposer une semaine et qui développe toutes les bactéries nécessaires pour en faire un levain. T'as vu cette petite odeur des fois de noisettes qu'on retrouve? Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. C'est bien, ça me donne des idées. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en pot. C'est parti? Ouais, c'est Allez, parti. on y va. Impeccable. Ah, dis donc, tu t'en sors comme un chef. Hein. Et après, tu les mets au frais directement? Non, on va le laisser à température ambiante pendant 4 heures, 4-5 heures. Ça va devenir un gel et ensuite on le réserve au froid et il est prêt le lendemain matin. Le gouel, que Nicolas utilise également dans la fabrication de ses tomes, apporte un goût et une texture singulières. Et c'est au milieu des champs, auprès des vaches qui dégustent tranquillement l'herbe fraîche, que Nicolas et Eric s'offrent une petite dégustation fromagère. Là, on sent bien les notes du gouel. Ouais, maintenant que je l'ai travaillé, Ouais. moi je les ai bien imprimés et du coup, je les retrouve bien. T'en veux un petit peu? Ouais, t'as faim? Tu veux goûter? Regarde. Et là, on est sur la ronde. On est sur une pâte demi-cuite. Celle-ci, on voit vraiment que la couleur, elle est différente. Hein. Il y a des notes beaucoup plus dorées. Il y a plus de gras. Et puis, c'est surtout un fromage qui a la croûte lavée. Donc, c'est un fromage que je frotte tous les jours. Et donc, on a des parfums complètement différents parce qu'on ne développe pas les mêmes bactéries. Et tu penses à l'avenir développer plus de fromage? Parce qu'on n'est quand même pas dans une région de fromage ici. On a 2 projets de fromage en tête. Trouver une identité. Exactement. Le camembert, il y a 2 siècles, n'existait pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la tradition? En fait, il faut trouver le départ. C'est là que ça devient intéressant, c'est que d'un coup, on est dans un acte de création. Quoi. Et ça, c'est passionnant. Alors évidemment, on va retrouver Nicolas tout à l'heure à table qui va goûter ton plat. Et donc toi, tu parles de vaches de poche. Oui, parce qu'en fait, elles sont tellement mignonnes et elles sont adorables, quoi, ces vaches. On a envie de la mettre dans son salon, quoi. On a quasiment. envie d'en avoir une à la maison, de la caresser et de l'emmener avec soi. Ouais. Regarde comme c'est joli. Tu vois ce que je te disais, la deuxième peau? Et en fait, on a gardé quand même le côté vert et vivant de l'algue. On pourrait imaginer qu'elle a séché sur un rocher au soleil et qu'elle va se réhydrater ce soir avec la marée montante. Et là, on a quelque chose. Tu conserves bien le jus de la viande aussi. Ouais. Et regarde, le jus, il est pareil. Il a pris un côté légèrement vert. On peut arroser encore un tout petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser reposer maintenant. D'accord. Le temps qu'on prépare toujours, nos légumes. Quand on retient une viande. Oui, c'est important. Ta préparation de blinis, on peut le faire avec n'importe quelle purée de légumes finalement. Exactement. Ça, tu peux le faire avec de la patate douce, avec du chou-fleur, De la carotte. avec de la pomme de terre. Alors, si on a un légume un peu plus chargé en eau, comme le chou-fleur, par exemple, tu rajoutes une petite pomme de terre. Et après, tu peux t'amuser aussi à mettre
des épices dedans. On pourrait le faire au curry, sûr, on pourrait le bien faire au sûr. cumin. Ou le colorer avec du potiron ou avec de la carotte. Ou... Exactement. On en a des astuces Bravo. grâce à nos chefs. Ça Bon, on va le mettre au frais peut-être, celui-ci, là, oui, on le met à au frais. reposer un petit peu. Il est temps de faire honneur à nos légumes. Le panais ouvre le bal et nous les frottons avec du gros sel. Là, ça va contribuer à les peler légèrement Allez, et puis tu à vois, les, ça fait les un- aromatiser. Ça fait un effet peeling, quoi. Oui, c'est ça, exactement. On leur fait un gommage. La poire de terre, on l'appelle quand même, non? La poire de terre, on la terre. On l'appelle, oui. D'accord. Ouais. Mais ça se pèle très facilement. Hein. Oui. C'est très tendre. Après, la poire de terre, c'est un petit peu comme le radis noir. Hein. Si on veut manger la peau, libre à nous. Plus tu les tailles fins, plus la cuisson est délicate, plus tu les laisses. Tu peux même les laisser comme ça. Hein. Et du coup, on a une cuisson qui est plus longue. Hein. Et on pourrait aussi les cuire directement au four en croûte de sel, comme ça. Enfin, ou sur le sel. Et alors là, moi, je vais les faire cuire dans un bouillon de volaille. Alors, pareil. Pendant que tu poches tes légumes, je fais les blinis? Bah oui, avec plaisir. Alors, je t'ai ramené une petite surprise aussi pour faire un peu plus bord de mer. Regarde, des couteaux. quelques couteaux. Alors, dans mon j'adore. bouillon de pochage des légumes, je vais juste les D'accord. tremper quelques secondes. Bien désablé, c'est ça? Ouais, ils ont été désablés avant. Pour parfumer ton bouillon et cuire tes couteaux part- à la fois. Exactement. Et Là, ça prend juste quelques secondes. Les couteaux retirés du bouillon, Eric plonge les légumes dans ce même jus. De mon côté, je me lance dans la confection des blinis dans une poêle très chaude que je recouvre d'un filet d'huile d'olive. Alors, les blinis, souvent, c'est très facile à faire. Ils vont légèrement croûter sur le côté, commencer à faire des petites bulles. Dès que ça commence à faire ça, tu les retournes délicatement. D'accord. Il nous est arrivé tous d'acheter des blinis industriels. Là, on voit que c'est quand même très, très facile. Oui, c'est facile. Et en plus, le fait de ne pas utiliser de levure, on n'a pas un produit qui est en évolution. On a quelque chose de c'est posé. stable. Il peut rester une semaine dans Ah oui au réfrigérateur, il n'y a aucun D'accord. souci. Ok, allez, on y va. Magnifique. Là, la couleur est parfaite, non? Ouais. Alors, le temps que ça finisse de cuire, on va suivre Marie-Lise. Marie-Lise, c'est une amie, c'est aussi ta première employée, c'est sa toute première employée. C'est ma première employée, elle a 24 ans de maison. Et Donc, par ailleurs, ça ne l'empêche pas de faire un excellent phare breton. Et justement, on la suit dans les marais de Brière, mais sur le chemin de la Bretagne. Hush not, child, and don't cry. Dernière escale dans les paysages marécageux de la Brière, où Marie-Lise, l'inséparable collaboratrice d'Éric, doit nous concocter son savoureux dessert. Et tout commence dans le petit village d'Herbignac, où elle s'approvisionne en légumes de saison, fruits frais ou séchés, comme aujourd'hui. Bonjour. Je dois faire un phare breton et j'aurais besoin de pruneaux. On a ça. Par contre, c'est que des pruneaux à noyaux. Après, c'est un producteur de la région d'Agen. On travaille en direct avec lui et du coup, c'est des produits séchés naturellement et pas retrempés après. Donc, ils sont très onctueux, très moelleux. Ils sont hyper faciles à dénoyauter. Bah écoutez, je vais prendre 500 grammes et puis des œufs. D'accord. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Le panier rempli, Marie-Lise prend la direction de sa maison traditionnelle, située à quelques mètres du restaurant d'Éric. C'est d'ailleurs le chef qui lui a commandé la pâtisserie. Ce gâteau traditionnel, servi salé en accompagnement de la viande dans la Bretagne du 19e siècle, puis transformé en douceur au fil des années, est le péché mignon du chef Guérin. Et pour commencer la recette, nous allons faire un sirop pour faire gonfler un peu les pruneaux. J'ai mis un peu d'eau dans ma casserole, du sucre, du rhum. Je rajoute les pruneaux. Une bonne quinzaine. Donc on va porter à ébullition. Ensuite, nous allons commencer par mélanger du sucre et les œufs. 3 œufs entiers, associés à 125 g de sucre. Le phare breton, on en mangeait assez régulièrement à la maison. C'est vraiment des souvenirs de dimanche après-midi à faire le phare, à partager avec mes frères et sœurs. C'était vraiment des bons souvenirs d'enfance.
Pendant que le beurre fond, on va arrêter l'ébullition des pruneaux et on va couvrir. Comme ça, hop. On va mélanger maintenant la farine. Marie-Lise en met autant que le sucre, 125 grammes. Il y a autant de recettes que de cuisiniers dans la région, mais celle de Marie-Lise fait l'unanimité au sein de toute l'équipe du restaurant. Une vraie famille pour qui elle prépare régulièrement des gâteaux et autres douceurs. Dès qu'on peut, on se réunit toujours pour se faire des petits gueuletons. Chacun ramène quelque chose. C'est vrai que moi, je suis la spécialiste entre guillemets de desserts, comme la tarte aux pommes, enfin vraiment les desserts, les classiques qu'on puisse y avoir, quoi. Marie-Lise incorpore le beurre fondu au mélange et en réserve une partie pour enduire son plat à l'aide d'un pinceau. Elle réserve son plat au frais pour figer le beurre et éviter ainsi qu'il ne brûle à la cuisson. Voilà, donc maintenant on incorpore le lait et donc ma petite touche personnelle, un bon vieux rhum. Alors, nous allons égoutter les pruneaux. On répartit les pruneaux dans le plat. Et puis, donc, nous allons verser la pâte. Elle enfourne le tout à 175 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuit à point, il suffira de le laisser refroidir à température ambiante. Cela tombe bien, car avant de pouvoir déguster cette gourmandise, nous devons finir notre recette en cuisine. Raconte-moi. Ah, regarde, là, il est parfait. Tu vas couper entre les côtes, donc, tout oui, simplement. Je vais faire des belles côtes. J'aime bien parce que ton ficelage me déculpabilise, en fait. J'ai remarqué que c'était assez anarchique, quand même. C'est bien. Oui. Moi qui, à chaque fois, me dis, oh là là. Je pense pas que ce soit le ficelage le plus important. Surtout que si tu ficelles trop, après, il faut aller chercher chaque ficelle. C'est ça. Et tu détruis ta carapace. Ah, la cuisson est parfaite, non? Regarde, on est bien. Hein. Ouais. On va commencer à dresser les assiettes, je suppose, non? Oui. Pour son dressage, notre chef étoilé applique au pinceau une fine couche de miel qu'il agrémente de poivre. Alors là, on reste quand même dans un plat qui est plutôt, je vais pas dire traditionnel, mais parce qu'il y a de l'algue et de la viande. Oui, parce que le carré de veau à la laitue de mer et au couteau, à la racine de persil et à la poire de terre, moi, j'appelle pas ça un plat traditionnel. Mais je comprends. C'est pas traditionnel, mais pour moi, ça a une image plutôt familiale. Tu vois. Bien sûr. Ce serait plutôt un plat, en tout cas, c'est accessible. Un plat de dimanche, un plat de famille, un plat... Il place ensuite le blinis de céleri et y dispose ses légumes. Pour le voyage, parce que j'aime bien quand même une petite note de voyage, et pour continuer le côté ensoleillé, parce qu'ils ont besoin de ça, un peu de citron confit. Et puis j'ajoute 2-3 olives de Kalamata, bien parfumées. Ah, alors attends, ça sonne. Je termine mon assiette. Mais oui, c'est bon, on est dans bon, le jus, hein. Ah non, ça va aller. Bonjour tout le monde. Marie-Lise, pâtissière pour l'occasion, nous apporte son dessert au pruneau, suivi de Jean-Marie, l'aquaculteur, venu avec son panier iodé, et de Nicolas, notre éleveur de vaches bretonnes. En cuisine, notre chef Eric a fini son dressage, nous pouvons passer à table. Aussitôt arrivé et déjà servi. C'est pas beau, ça? Ça sent bon. Magnifique. Ouais, ça sent bon et ça s'annonce très Merci. bon aussi. Voilà. Alors, je ne vous présente pas Éric Guérin. Je crois que vous vous connaissez un petit peu. Un tout petit peu, oui. On se croise de temps en Vous temps. croisez, merci. Vous avez vu. Alors, C'est un voyage. c'est un voyage. Alors, l'explication, chef? Ah, voilà, j'avais vraiment envie de vous faire goûter, en tout cas partager mon amour de la presqu'île, que vous connaissez tous. Donc, j'ai travaillé à la fois avec ton gouel, avec tes algues, ta viande. Une assiette qu'on ne peut plus régionale, en tout cas. Oui. Bon, on va goûter parce qu'il s'est donné beaucoup de mal et on est à peu près encore dans les bonnes températures. C'est magnifique. Alors, ton veau, tu le sers vraiment rosé, hein? Nacré. Moi, j'aime bien rosé comme ça, oui. Ouais, d'abord, on a vraiment on garde le goût du produit. On n'est pas trop cuit, pas trop sec.
Et les couteaux qui vont apporter des embruns dans ton assiette. Et le goël qui vient en fait presque là comme un assaisonnement. Hein. Il vient comme une sauce, comme un assaisonnement, comme un petit coup de fraîcheur, comme une vague, ouais, on va dire. Allez. Alors Marie-Lise, vous connaissez Eric depuis de longues années. Tout à fait. Nous travaillons ensemble depuis le début de la mare aux oiseaux. Même avant. Même avant, ouais. C'est bon signe, elle a résisté. Oui. Et alors, vous avez vu l'évolution de la maison, parce que Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de chemin de parcouru. Oui, ouais, c'était des aventures faciles, pas faciles, mais on a toujours cru et on a tenu, surtout. Tenu, c'est un mot qui a du sens chez vous, parce que quand même, c'est un sacré pari de venir s'installer dans cette nature, aussi belle soit-elle, mais c'est quand même pas toujours très accessible. C'est assez... Enfin, accessible, si, d'un point de vue concret, ça l'est, mais les gens ne passent pas forcément par là spontanément. Faire venir les gens, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de les faire revenir. L'important pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est d'envoyer une empreinte qui va à un moment, une empreinte émotionnelle, donner l'envie aux gens de revenir. Oui, c'est pour ça que c'est important d'être en symbiose avec votre nature, votre environnement, et que cette cuisine ait un sens finalement dans son... C'est important que la maison ait un sens, et c'est important que de l'accueil à la cuisine, tout ait un sens. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et j'insiste vraiment sur l'esprit maison, sur cette espèce de vibration générale qu'on donne tout le monde ensemble. Et c'est pas le chef, on vient pas pour le chef, on vient pour la maison. Tout le monde ensemble, y compris les producteurs, les cueilleurs, les éleveurs. Alors vous faites un métier singulier. Hein. Oui, c'est vrai, je suis avec mon équipe cueilleur d'algues. Donc c'est un métier passion, comme tous les métiers agricoles. Moi, je carbure un peu à l'émerveillement. C'est-à-dire qu'à chacune de mes sorties, j'apprends de nouvelles choses. Et puis ensuite, il y a ce partage avec un chef comme Eric. Ça donne du sens aussi à mon métier. Et l'idée, c'est de livrer à nos clients des produits bruts qui n'ont pas été transformés. Je me rappelle au début, tu râlais un petit peu parce qu'il faut stocker dans les chambres froides de telle manière, il ne faut pas les secouer, il faut les remuer une fois ou deux fois par semaine. Ouais. C'est un métier d'exigence. Je pense qu'on est bien en phase les uns avec les autres. C'est grâce au blinis qui a été vraiment bien fait. Ah ouais, le blinis, ça c'est la touche qui change tout. Non mais ton citron confit, par ailleurs, c'est toi qui le fais. Tu le fais comment? À l'huile, au sel? D'abord, je passe au sel et ensuite à l'huile. Ouais. On est dans un plat qui paraît vraiment très très ancré dans ton terroir. Et en même temps, une olive de Kalamata et en même temps, un peu de citron confit. C'est vraiment à ton image. Et la viande est vraiment excellente, hein, Nicolas. Ouais. Merci. On sait qu'elle est rare et on en profite. C'est un privilège. Nicolas, alors, il paraît qu'il y a une étape fromage incontournable là, quand même lors de ce repas. Tu nous fais goûter du coup tes fromages. Ça, c'est une tome qui a 6-8 semaines. Le goël nous permet d'avoir un fromage assez doux. Et on le cherche au démarrage, cette douceur, parce que je ne veux pas qu'on soit tout de suite dans du piquant. Il faut qu'on soit sur une certaine douceur pour qu'ensuite, quand on va arriver sur des tomes de 4 mois ou de 6 mois, on ait toujours cette gamme aromatique. Et ensuite, la puissance va venir avec l'affinage. Je comprends, oui, la douceur n'exclut pas l'arôme et la persistance en bouche. On peut sentir tout de suite le... Allez, sentons. Merci. Ah oui, là, on a l'impression d'être dans l'herbe fraîche. Absolument, absolument. Alors, on peut peut-être les accompagner d'un tartare d'algues, du coup, pourquoi pas? Bonne idée, bonne idée. Merci beaucoup. Vas-y, je t'en prie. Merci. Très bon, ça marche très bien avec. C'est excellent. Ça marche presque mieux pour moi qu'une confiture qui va apporter du sucre sur du gras. Il faut faire des essais. Parce que vous êtes raisonnable en sel, en fait, dans ces on ne met pas de sel. Préparations. Ah non, on ne met aucun sel. Et donc, on peut suivre avec la ronde et finir par la tome vieille. Oui, effectivement, on est dans un crescendo de saveurs. On se repère à la couleur, hein. Plus c'est foncé, plus c'est... Oui, c'est ça, ouais. Bah, dis-moi, quel panier garni. Oui. C'est magnifique. On se régale bien par chez nous. Ouais, on se régale. C'est à Marie-Lise de nous faire partager le faro pruneau dont Eric raffole. Allez, voilà, je vais vous servir. Oh, bah, t'as fait des parts comme à la maison. Comme à la maison. Là, on reste dans un faro pruneau. Tout à fait. Relativement classique, en tout cas, dans le mélange du phare et du pruneau. Mais ces pruneaux, vous les avez pré-cuits, c'est ça? Oui, je les ai en fait fait gonfler dans du rhum, dans un sirop au rhum.
Il y a autant de recettes de phare que de cuisinières bretonnes, finalement. Exactement. Ou pas bretonnes, parce C'est qu'on un peut peu aussi comme le les faire. crêpes. Hein. Ouais. Voilà. Alors moi, à la maison, je le mange à la main. Ah bah ouais, j'adore l'idée, ça me plaît bien, ça. C'est vrai qu'il est bon. Je trouve qu'il est bien équilibré. Ouais. On voit le travail sur les pruneaux. Hein. Celui-ci, c'est le phare de la gourmandise, de la simplicité. C'est pour ça que je dis c'est le phare des copains, parce que vraiment, quand on le goûte, Tout à fait. on finit le plat. C'est une recette qui est très simple, mais... Comme tout ce qui est simple, c'est pas facile à réussir. Je pense qu'il faut y mettre son émotion, et en tout cas, l'émotion que tu mets là-dedans. J'essaie de mettre beaucoup Elle d'amour. me touche à chaque fois. Après, moi, je suis pas un passionné des desserts, mais celui-ci, je me régale. Je vais réessayer la recette, ouais. Non, ça c'était pas. On a fait le premier, celui-là. Les photos de plats. Oui, c'est les photos d'Éric, ça, en fait. Eh bien, notre voyage en Brière se termine. J'espère qu'on vous a donné envie d'embarquer dans les Chalons et d'aller rendre visite à Éric et à tous ses producteurs qui maintiennent en vie cette cuisine. C'est vraiment le mot, je trouve, de notre rencontre, la cuisine vivante, la cuisine du lien entre les hommes, du lien entre les terroirs, du lien entre les générations. Et voilà, et surtout du lien à cette nature qu'on a à cœur de préserver et qui nous nourrit dans tous les sens, intellectuellement, artistiquement et puis physiquement, parce qu'on aime bien manger. Salut!